Alors on va reprendre avec la table ronde numéro 2 qui s'intitule donc Demande de soins et besoins de santé, articulation et enjeux. Donc à l'issue de la première table ronde, on a exploré la question de l'accessibilité aux soins primaires, principalement du point de vue donc, de l'offre, l'organisation du système, la répartition des professionnels ou encore donc ces enjeux de rémunération pour mieux garantir à chacun des accès effectifs aux soins. Mais si évidemment tout ça est un préalable, ce n'est pas une fin en soi, s'ouvre la deuxième question de cette demi-journée, peut-être plus complexe encore. Quelles demandes et à quels besoins les soins primaires doivent-ils répondre? Alors les travaux de recherche en la matière montrent que la demande exprimée par les patients ne recouvre pas seulement et pas toujours les besoins de santé tels que les professionnels ou la santé publique peuvent les objectiver. Barbara Starfield déjà soulignait dans ses travaux que la force des soins primaires, c'est précisément leur capacité à intégrer à la fois la subjectivité de la demande individuelle et l'analyse populationnelle des besoins, en évitant les deux écueils. D'une part, la logique pure de guichet, et d'autre part, à l'inverse, une logique purement populationnelle qui nierait la légitimité de la demande singulière. Des recherches en épidémiologie sociale, en santé publique, ont montré que certaines attentes formulées par les usagers ne correspondent pas toujours à des besoins médicaux justifiés et inversement, que de nombreux besoins de santé liés à la précarité, à la santé mentale ou à des déterminants sociaux restent invisibles parce qu'ils ne s'expriment pas en demande ou n'atteignent jamais le système de soins. Et c'est ce qu'on nomme parfois la part silencieuse du besoin. Et donc dans la réalité des pratiques, cette tension évidemment pour les professionnels, elle se traduit par la nécessité d'arbitrer en continu, de négocier entre l'écoute de la demande, l'évaluation clinique, éthique et collective des besoins. Et donc plusieurs travaux ont montré d'ailleurs que cette capacité d'articulation dépend d'autant de facteurs organisationnels, on parlait du temps tout à l'heure, des ressources, modes de coordination, que des postures plus éthiques et professionnelles. Et enfin, les politiques de santé publique aujourd'hui, elles invitent les soins primaires, les acteurs et le système à assumer une responsabilité populationnelle pour dépasser la seule addition finalement des demandes individuelles et penser la santé d'une population, d'identifier les besoins non exprimés, d'organiser des réponses collectives, un glissement vers une approche donc populationnelle qui est au cœur de nombreux travaux sur l'évolution des systèmes de santé et les enjeux contemporains d'équité. Et donc c'est dans cette dialectique, si vous voulez, qu'entre demande et besoin, que nous avons pensé cette table ronde entre subjectivité de l'attente et objectivation des besoins, comment concilier les deux dimensions, comment finalement penser des innovations organisationnelles dans cet interstice. Donc je vais demander du coup, et donner la parole très rapidement à nos intervenants, demander à Alexis Rayapoulet, qui est médecin de santé publique dans l'équipe recherche en éthique et épistémologie au centre de recherche, au CESP, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, qui va nous parler donc de la demande de soins, besoins de santé et de la distinction sémantique qu'on peut faire entre ces deux sujets. Et puis par la suite, nous aurons Juliette Ekpe, qui est de l'Université Paris-Nord, qui nous proposera une réflexion sur l'adaptation du système aux usagers à travers le concept de littératie organisationnelle. Et enfin, un exemple plus concret de réponse à un besoin, en l'occurrence par Anne-Claire Boucher de l'APTA 78, qui nous parlera du service d'accès aux soins et donc de la réponse aux soins non programmés. Voilà, donc je vais donner la parole tout de suite à Alexis. Merci. Alors, merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet, demande de soins, besoins de santé, distinction sémantique et éthique. C'est un sujet qui s'est avéré assez difficile à saisir pour moi, parce que en fait, je pense qu'on peut le saisir de plein de manières différentes. Pour essayer d'être un digne représentant de l'équipe éthique et épistémologie, je vais faire un détour par la philosophie de la médecine et je vous laisserai le soin de me dire si c'était pertinent ou pas à la fin. Pour commencer, essayer de savoir quel était mon point de départ. Tout simplement, j'ai tapé dans Google « demande de soins, besoin de santé » et j'ai regardé ce qui sortait. Et un des premiers documents qui sortait, c'était un document assez bien fait de l'université de Batna en Algérie, qui était plutôt axé sur la question du besoin de santé et qui établissait plein de contrastes sur qu'est-ce que peut vouloir dire le besoin de santé, que je trouvais intéressant comme point de départ parce qu'il me semblait assez bien saisir le sens commun sur ce qu'est un besoin de santé. Je vous donne un peu de quelques éléments qu'on retrouvait dans le document. Il y avait une distinction tracée entre les besoins réels et les besoins ressentis. Avec cette idée que du côté des besoins ressentis, c'est l'individu qui se considère comme anormal, qui réalise un décalage. Je cite encore, « Aucun parallélisme entre besoins ressentis et gravité du cas. C'est très subjectif, ça ne correspond pas toujours à la réalité médicale. » Autre type de distinction assez similaire
entre besoin objectif et besoin subjectif. Le besoin objectif est défini par les professionnels de santé, je cite toujours, le besoin subjectif est porté par les personnes et les populations. Et enfin, toute une section sur les raisons qui font que beaucoup de besoins réels ne sont pas ressentis par les individus. Et donc, comme je disais, cette distinction assez classique entre subjectif, objectif ou ressenti réel, ça me semble assez bien définir la perspective de sens commun sur la question, et je pense qu'on la retrouve d'ailleurs dans le thème demande de soins, besoin de santé. Alors, avant de rentrer dans la présentation, juste une petite remarque sémantique. Il me semble que besoin, c'est un mot très fort. On a assez instinctivement envie que ça s'impose face à la simple demande. Parce que le besoin, c'est essentiel à la survie, la demande, ça a une connotation un peu plus optionnelle. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que besoin de santé et demande de soins, en fait, non seulement c'est pas en tension réellement, et en plus, besoin de santé, c'est une construction qui est conceptuelle. Ça n'a, selon moi, pas grand sens de dire un besoin réel de santé. Tout simplement parce que c'est une construction à des fins politiques. Ce n'est pas une représentation du réel, ce n'est pas une représentation de la nature, le besoin réel, dit réel de santé. Donc voilà comment je vous propose de procéder. Dans un premier temps, je me suis demandé quelle est la théorie implicite de la santé qu'il y a dans cette idée de besoin réel de santé. Qu'est-ce qu'on entend par? C'est quoi la conception de la santé qu'il y a derrière? Deuxième étape, d'où vient notre connaissance sur la santé et la maladie, et ce qui va nous faire ouvrir une autre conception de la santé. Et puis pour terminer, comment est-ce qu'on peut construire justement ce qu'est un besoin de santé sur le plan philosophique. Alors, le besoin réel de santé. Donc ce besoin objectif ou réel a un sens justement par contraste au besoin qui est subjectif, qui est ressenti, donc qui est cette demande de soins. Ça suppose, il me semble, que dans ces cas-là, la santé, c'est une affaire qui est indépendante de l'expression des personnes. La santé, ce serait un concept objectif, un concept du réel. Et ça fait référence à un ensemble de théories de la santé qu'on appelle les théories naturalistes de la santé. Le plus fameux représentant, c'est un philosophe américain qui s'appelle Christopher Bourse, dans les années 70, qui dit la santé, en fait, c'est le fonctionnement normal d'un organisme, et le fonctionnement, c'est défini biologiquement, évolutionnairement même, et normal, c'est défini statistiquement. Donc, en gros, la pathologie, disease en anglais, c'est important parce qu'on a tendance à dire souvent maladie en français, alors que ça se traduit par disease et illness, ce qui n'est pas exactement la même chose en anglais. Donc la pathologie, disease, c'est un fait biologique de la nature, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de notion éthique du tout là-dedans. C'est un écart statistique à la norme. Voilà, la fonction d'un organe est définie de manière évolutionnaire. Par exemple, un cœur, ça sert à pomper du sang. Si statistiquement, mon cœur pompe moins de sang que les autres personnes de ma classe de référence, donc pour moi, les hommes de 30 ans de l'espèce humaine, eh ben, j'ai une pathologie. Une maladie illness cette fois, c'est quand sur une pathologie se greffe quelque chose d'indésirable pour un individu, qui va mener un traitement particulier, qui va excuser un comportement qui est habituellement critiquable. Alors à quoi ça sert, une conception naturaliste de la santé? Ça sert justement à ça, à discriminer sans jugement de valeur ce qui est l'objet central de la pratique médicale, donc la pathologie disease, de ce qui est l'objet périphérique qui serait hiérarchiquement inférieur, voire carrément illégitime, ce qui n'est pas l'affaire de la médecine. Donc, en d'autres termes, ce qui relève de la pathologie disease définit les besoins réels de santé et de médecine, et ce qui n'en relève pas est une simple demande de soins qui n'est pas médicale. Donc, chronologiquement, il y a d'abord la pathologie, puis il y a la médecine qui vient résoudre cette maladie. Et je pense que ça recoupe assez bien l'usage du terme tel qu'on le fait habituellement. Il me semble qu'on pense plutôt en ces termes-là dans les professions de santé, et ce n'est pas étonnant puisque le philosophe dont je vous parlais, Christopher Bourse, c'est son point de départ. C'est comment est-ce que les professionnels utilisent les mots, et c'est à partir de là qu'il établit une théorie de la santé. Ça marche assez bien pour légitimer la prévention, notamment. Si on dit le diabète, c'est un écart statistique à la norme de la glycémie, c'est donc une pathologie, c'est traité à ce titre par la médecine, et ça peut éventuellement donner lieu à une maladie illness, mais pas forcément, et c'est pour ça qu'on fait de la prévention. Mais ça peut avoir aussi des conséquences qui sont probablement beaucoup moins souhaitables. Par exemple, l'homosexualité, c'est un écart statistique à la norme, et ça empêche la fonction reproductive.
est-ce que l'homosexualité c'est une pathologie? Je pense qu'on sera quand même beaucoup moins d'accord là-dessus. Et ça a d'ailleurs été évidemment une limite adressée immédiatement à Christopher Bourse. En fait, il me semble qu'un des principaux problèmes de cette manière de penser la santé de manière très neutre en jugement de valeur, c'est que justement, ça disqualifie tout jugement de valeur. Ça disqualifie notamment tout ce qui est subjectif. La demande de soins, la plainte, ça n'est qu'un ressenti, et ce n'est pas vrai. Et ça ne rentre pas du tout en jeu dans la définition de la santé. D'un point de vue sociologique, ce que ça nous empêche de voir, c'est surtout qui décide de ce qui est un ressenti légitime et de ce qui est la réalité de la santé ou pas. Et c'est-à-dire nous, en fait, le pouvoir médical, les professions de santé. Et ça fait pas mal d'années maintenant, même plusieurs décennies, qu'il y a un mouvement d'épistémologie, notamment amené par les théories féministes, qui dit la connaissance, c'est-à-dire ceci est une maladie, ceci est une pathologie, ceci est un besoin de santé, c'est pas complètement abstrait, c'est toujours situé dans le monde social, c'est toujours le fruit de subjectivité, de gens qui jettent un regard sur le monde avec certaines lunettes et avec certains intérêts. Et si je fais un petit tour par l'épistémologie féministe, c'est notamment pour vous parler d'un concept que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'injustice épistémique, qui a été mis au point par Miranda Fricker, qui est une philosophe britannique, et qui nous dit, qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est un discours sur le monde, c'est une croyance qui est légitimée par l'institution scientifique. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité à influencer les choses et les comportements. En soi, le pouvoir, c'est moralement neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est qui contrôle qui et quoi pour faire quoi. Et donc la connaissance, c'est un levier d'exercice du pouvoir, et potentiellement un levier d'exercice injuste du pouvoir, parce qu'on peut disqualifier la capacité de certains individus à savoir des choses sur eux-mêmes, et on peut ne jamais construire les connaissances qui permettent à certains individus de comprendre leur situation. Et puisque je fais un tour par l'épistémologie féministe, je cite l'exemple de l'endométriose qui commence à être de plus en plus connu. Longtemps, la parole des femmes sur leur douleur, elle n'est pas prise au sérieux à cause de stéréotypes féminins. C'est des douleurs psychologiques, les femmes sont douillettes, elles ont un comportement hystérique. En gros, elles ne peuvent pas savoir ce qu'elles ont, elles ne sont pas légitimes pour être sachantes sur leur situation. Et en plus de ça, on ne développe pas de concept qui permet de penser les douleurs menstruelles pathologiques de l'endométriose, ou alors on le mobilise très peu, et donc elles n'ont pas les ressources pour comprendre leur souffrance. Pourquoi je fais un tour par l'injustice épistémique? Justement pour remettre dans la construction de la connaissance, de redonner une place à l'expression des sujets, l'expression subjective. Et je pense que c'est pour ça que c'est si important. La maladie, c'est probablement d'abord une expérience subjective. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que ça a une valeur morale d'essayer de promouvoir la santé des gens. Sinon, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que c'est important de promouvoir la santé si la santé, c'est juste un fait biologique de la nature. Et d'ailleurs, Christopher Bourse, il comprend bien ça, puisqu'il fait une théorie de la pathologie, mais après il dit, mais quand même, c'est vrai que dans la maladie illness, il y a quand même quelque chose d'indésirable qui vient par-dessus. Sauf que, probablement, selon moi et plein d'autres gens évidemment, il commet une inversion épistémologique, puisqu'il dit qu'il y a d'abord le fait biologique de la nature et ensuite l'expérience indésirable. Et là, je vais donc vous parler d'autres types de théories de la santé, qui sont les théories normativistes et non pas naturalistes. Et le plus connu, que vous connaissez sans doute, c'est Georges Canguilhem, en France, qui est philosophe et docteur en médecine. Il n'a jamais pratiqué, mais sa thèse de médecine est très connue, le normal et le pathologique, en 1943, puis réédité en 1966. Et Canguilhem, il dit l'inverse. Il dit qu'il y a d'abord la plainte, le signe, en fait, il y a d'abord le malade, puis il y a un médecin, puis il y a une théorie de l'action pour essayer de résoudre cette plainte. Ce que Canguilhem reproche donc à la conception naturaliste dont je parlais, c'est de nier en fait vraiment le côté hiérarchiquement premier de l'expérience indésirable. Il dit la dimension existentielle de la maladie est toujours première historiquement et hiérarchiquement, c'est-à-dire aussi en importance morale. C'est, je le cite, c'est parce qu'il y a des hommes qui se sentent malades qu'il y a une médecine et non parce qu'il y a des médecins que les hommes apprennent d'eux leur maladie. Donc, ce que Canguilhem montre, c'est que ce n'est pas à la médecine de définir la maladie. C'est d'abord l'expérience des sujets qui définit la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des gens qui ne se sentent pas malades, mais que la médecine indique comme étant malades? Et bien, Canguilhem, il dit c'est une inversion actuelle de la relation entre l'expérience et la connaissance, mais ça n'est possible. Pourquoi? Que parce qu'il y a d'abord eu une expérience de la maladie en des temps
plus anciens par d'autres patients, par d'autres médecins, qui a fait qu'on a produit de la connaissance et que maintenant on sait qu'on devrait probablement agir de telle manière pour éviter la survenue d'une plainte future. Et donc la prévention, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout le traitement d'une maladie. Le diabète, ce n'est pas une maladie. C'est éviter la survenue d'une plainte ultérieure. Et c'est seulement parce qu'il y a eu des conséquences indésirables par le passé qu'on a cristallisé cette connaissance et qu'on dit aujourd'hui le diabète, c'est une maladie, hein, de manière un peu abusive, et on se dirige vers la prévention. Et je pense que c'est important et que ce n'est pas seulement un jeu de définition, parce qu'on voit bien que la maladie a une importance éthique. La maladie émane directement de la souffrance de quelqu'un, du sujet. Elle n'a pas exactement le même sens que ce besoin de santé qui est reconstruit abstraitement, qui est virtuel. Quelqu'un qui vient demander des soins a toujours une forme de plainte. Une forme de souffrance peut être extrêmement légère ou très forte, mais en tout cas une forme de plainte, et on ne peut pas se tromper sur le fait qu'on a une plainte. On ne peut pas dire non, ça ce n'est pas du tout, il n'y a aucun besoin de soins, cette demande est complètement déconnectée de la souffrance de la personne. La personne sait toujours, elle est animée par une demande, donc c'est elle qui sait. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on ne connaît pas de moyens pour l'apaiser, et ça c'est une question scientifique et technique, ou alors on peut aussi dire que cette souffrance n'est pas prioritaire. Et ça c'est une question politique. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'il n'y a pas de besoin réel. Et c'est pour ça que je voulais faire ce détour, parce qu'il me semble que c'est important de dénaturaliser la maladie. Le vrai besoin, ou le besoin objectif, ou le besoin réel, parce que ça permet de repolitiser la question. Ce n'est pas seulement une question de technique ou de connaissance, mais c'est surtout une question de justice, ce qui relève des besoins de santé. Et donc ça, c'est mon troisième point. Sur ces questions de justice, si on dit donc que la santé, ça a une valeur morale puisque ça vient résoudre une expérience indésirable, on peut se dire que politiquement, on doit s'organiser pour promouvoir la santé des gens. Globalement, c'est la question du droit à la santé. Alors la question du droit à la santé, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et encore une fois, en français, il y a des distinctions qu'on ne saisit pas, qu'on saisit un peu mieux en anglais. Il y a le droit à la santé, right to health care. Ça, c'est plutôt le droit d'accéder au système de soins. Ça, si on dit on a une responsabilité morale d'apporter du soin à toute personne qui le demande, on le dit d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on met au point des systèmes d'assurance universelle pour que tout le monde ait accès aux soins. Si on considère que c'est la seule chose qui politiquement est nécessaire pour un droit à la santé, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là et dire en fait tout ce qui est important, c'est que toutes les demandes rencontrent des offres de soins. Et donc, et on le fait d'ailleurs, on peut mesurer les besoins de santé, qui sont peut-être plutôt des besoins de soins dans ces cas-là, par la disparité de consommation de soins entre l'offre et la demande. Mais dans ces cas-là, on pourrait se dire, dès qu'on a réussi à atteindre une répartition égalitaire entre cette demande et cette offre de soins, peu importe l'efficacité des soins, on a répondu aux besoins de santé. Ça paraît quand même pas tout à fait satisfaisant parce que ce qu'on a en tête de manière implicite quand on dit qu'il faut que tout le monde ait accès aux soins, c'est que le soin, c'est un instrument pour produire des états de santé qui sont satisfaisants. Ce n'est pas simplement de répondre à une demande, de répondre à une détresse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on constitue des paniers de soins. Parce qu'en fait, il y a certains soins dont on a démontré qu'ils produisent mieux la santé que d'autres. Mais en même temps, et je pense que ça ne doit pas surprendre des professionnels de santé publique comme vous, la place du soin comme levier pour promouvoir des états de santé n'est pas si évidente que ça. En tout cas, elle est peut-être relativement marginale dans la production des états de santé des populations. Et elle est marginale, parfois même elle a des effets un peu contradictoires. Vous connaissez peut-être cette étude sur la mise en place du système d'assurance universelle au Royaume-Uni, de Susser et Marmot, qui est paru en 2004, qui dit qu'en fait ça a creusé les inégalités entre les classes sociales les plus aisées et les classes sociales les plus défavorisées au moment où on a mis en place cette assurance, ce système d'accès universel aux soins. Et pourtant, ça répondait bien à un besoin de soins. Les classes favorisées, ça répondait à un besoin de soins au sens où ça rencontrait la pratique et la théorie médicale, le fait d'avoir accès au système de santé. Et donc,
une autre manière de penser la justice en santé, et ce droit à la santé, c'est pas forcément donc le droit d'accès aux soins, le right to health care, mais le right to health directement, c'est-à-dire le droit d'être en bonne santé. Quand on fait, dans d'autres de mes recherches sur la question des besoins de santé, je suis tombé sur cette définition dans un article de Cazès et Bobo pour le journal de l'Adresse que je vous conseille, qui s'appelle « Peut-on quantifier les besoins de santé ?» Et la définition est assez transparente sur l'objectif politique du besoin de santé, puisque c'est un écart entre un état de santé contesté et un état de santé un écart entre un état de santé constaté et un état de santé souhaité par la collectivité et les pouvoirs publics. Donc on voit immédiatement à quel point c'est politique. Et la santé publique, on le sait, c'est une compréhension théorique populationnelle de la santé. Et d'ailleurs, dans les textes de loi français, on retrouve souvent en un bloc besoin de santé de la population. On retrouve ça dans les ordonnances de 1996, dans les ordonnances de 2003. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'objet de la santé publique, c'est moins le besoin de santé que la justice en santé. Et on ne peut pas mettre sur le même plan l'individu qui exprime un besoin, une demande de soins, et une vision politique de ce qui est nécessaire pour promouvoir la santé. Et en fonction justement de la conception de la justice en santé qu'on veut adopter, eh ben, tout simplement, les besoins de santé vont être complètement différents. Si on a une vision utilitariste de la justice, c'est-à-dire que ce qui est juste, c'est d'augmenter la quantité de bien-être total dans la société, eh ben, il faut améliorer la santé agrégée. Et si on augmente plus l'espérance de vie, par exemple, moyenne d'une population, en donnant de l'aspirine à tout le monde en prévention, plutôt qu'en finançant certaines chimiothérapies contre des maladies rares, il est là le besoin de santé, prioritaire, d'un point de vue utilitariste. Si par contre on a une conception égalitariste de la santé, donc là le but c'est pas d'augmenter le bien-être total mais d'égaliser les états de santé, à ce moment-là on va repérer la sous-population qui a une moindre espérance de vie qu'une autre et on va déterminer les besoins de santé en fonction. Puis il y a plein de nuances, je ne rentre pas dans le détail, dans les théories de la santé, le suffisantisme, le prioritarisme, enfin c'est une littérature qui est très profuse. Donc c'est pour ça qu'il me semble que la pertinence entre la distinction besoin-demande, elle n'est probablement pas bonne pour la santé publique, parce que la valeur morale de la médecine, elle est de répondre toujours à l'expression d'une demande, d'un besoin ressenti, d'une plainte, et que la santé publique, en revanche, elle promeut une vision normative de la santé à l'échelle d'une population. Et donc cette question de justice et du modèle politique, elle vient avant la notion de besoin. Ce n'est pas le fait qu'on ait certains besoins dits réels de santé qui font qu'on va savoir comment est-ce qu'il est juste d'orienter une politique, mais en réalité, c'est notre conception de la justice qui définit même comment est-ce qu'on construit les besoins de santé. Voilà, donc pour conclure, il me semble que la demande de soins et le besoin de santé, ce n'est pas des concepts en tension, parce que le besoin de santé, c'est un édifice conceptuel qui repose d'abord sur une demande de soins. À la base de tout, la première brique, c'est la demande de soins. Ensuite, que la vraie question est la juste place de la demande qui serait non habituelle, non routinière, non classique, par rapport à la demande qui est déjà connue, déjà comprise, pour laquelle on a une habitude, une idée de l'efficacité, une demande qui est présente ou qui sera future, on le sait, par rapport à la prévention. Et donc en fait, c'est des questions d'arbitrage. Quelles souffrances sont prioritaires, selon quel principe de justice, quelles souffrances sont plus injustes que les autres. Et c'est ça qui définit le besoin de santé. Et donc on ne gagne pas, à mon avis, à être dans un vocabulaire très objectiviste sur ce fameux besoin réel de santé. Parce que je pense que c'est violent vis-à-vis du ressenti des populations qui demandent des soins qui ne sont pas qualifiés de besoins réels de santé. Parce que je pense que ça obscurcit, comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir de nos professions, des professions de santé, de décider justement qui est en souffrance légitime et qui est en souffrance illégitime. Et parce que ça ferme le champ de la décision collective, le besoin réel de santé, si c'est réel, en fait, il n'y a pas besoin de délibérer collectivement ce qui est un besoin et ce qui ne l'est pas, puisque c'est le réel. Et c'est dommage, puisqu'on voit bien justement que c'est une affaire politique. Et en même temps, je vais tempérer un petit peu cette conclusion et revenir à un des atouts de la vision très naturaliste de la santé, qui est qu'en prenant cette perspective-là,
on peut étendre le champ de la santé de manière indéfinie. Et on le voit notamment dans le cas de la santé mentale. C'est-à-dire que puisque à peu près tous les éléments de la vie sociale contribuent à produire la santé, l'éducation, le revenu, tout peut devenir un besoin de santé, puisque tout est un déterminant de santé. Et donc, là s'ouvre une autre question à laquelle je ne répondrai pas du tout ici, qui est, il y a un autre enjeu de justice, c'est la juste médicalisation de la vie sociale. Mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexis. Je vous propose de faire comme pour la première table ronde, de garder les questions et puis on fera les réponses juste après. Donc du coup, voilà, Juliette pour la deuxième présentation. Merci. Merci, bonjour et merci de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur finalement la littératie en santé et notamment la littératie en santé organisationnelle. Comment finalement adapter le système aux usagers pour une meilleure équité notamment. Donc moi je suis doctorante en sciences infirmières et je travaille à l'université Sorbonne Paris-Nord auprès du professeur Aurore Marga. Alors, avant de parler de littératie en santé organisationnelle, il nous faut quand même parler de littératie en santé. Alors, la littératie en santé, finalement, est un concept qui, maintenant, est plutôt bien stabilisé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait ce constat, c'est le suivant, c'est celui qu'en France, près d'un adulte sur deux ne possède pas les compétences, en fait, en littératie pour faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé. Donc tel que la France, et pour faire face à ces exigences d'une manière autonome et fiable. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, par exemple, lire donc, ce genre de document, un document pour comprendre les éléments de trajet en RER, les horaires, etc., ou pour être en capacité de lire un relevé de banque. Donc cette littératie, en fait, elle est considérée comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, donc à la maison, au travail, dans des éléments finalement quotidiens, en vue d'atteindre des buts personnels et puis d'étendre ses connaissances et ses capacités. Donc dans cette définition, ça renvoie beaucoup à des compétences écrites, même si on sait qu'en fait, le manque de compétences écrites, ça va forcément impacter également les compétences à l'oral, c'est-à-dire la manière de s'exprimer et également la manière de comprendre. Par exemple, je vais avoir un vocabulaire moins riche et comme je vais avoir un vocabulaire moins riche, je vais moins oser m'exprimer, je vais moins oser communiquer, je vais moins oser prendre la parole, poser des questions. Et finalement, ce qu'on sait également, c'est que le niveau de littératie en santé, il est fortement corrélé au niveau de littératie et que la littératie en santé, elle recouvre les caractéristiques personnelles, les ressources sociales nécessaires des individus et des communautés afin d'accéder, de comprendre, d'évaluer et aussi d'utiliser l'information et les services pour le coup, prendre des décisions pour sa santé. Donc une fois qu'on est revenu sur ces quelques éléments, qui peuvent être d'étiologies extrêmement diverses, parce qu'on peut avoir des gens qui ont des problèmes de littératie pour des questions par exemple d'analphabétisme, d'illettrisme, de français langue étrangère, donc vraiment des étiologies différentes. On a certaines personnes aussi qui ont par exemple des troubles 10 qui peuvent avoir un niveau de littératie en santé qui va être impacté par ce handicap, pas toutes, mais certaines. Tous ces éléments finalement, sont de plus en plus explorés. Alors, on considère qu'en fait, ce terme est apparu en 1974, le terme Health Literacy, lors d'une conférence américaine qui portait sur l'éducation à la santé. Depuis ces années 70, globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus d'éléments, en fait, pardon, la flèche n'apparaît pas, mais peu importe, on voit assez bien sur le graphique qu'on a de plus en plus de littérature qui est en rapport avec le sujet et de plus en plus qui fait les liens entre la littératie et l'état de santé des personnes.
En 2012, Sorensen a proposé en fait une définition et un modèle conceptuel de la littératie en santé. Et il présentait dans ce modèle les différentes dimensions, mais aussi les éléments qui sont plutôt les déterminants et les liens avec la santé. Donc cette première en fait, étude a d'ailleurs influencé l'OMS pour la définition de la littératie en santé que j'ai donnée tout à l'heure. Une des premières études comparatives européennes sur la littératie en santé a été conduite et qui montrait que plus de 10% de la population avait un niveau insuffisant de littératie en santé et que la moitié de la population avait un niveau limité. Donc ces éléments sont concordants avec l'étude européenne qui a été menée en 2020-2021, la Health Literacy Survey en France donc, et cette étude elle montrait qu'il y avait une très grosse difficulté à communiquer, notamment avec les professionnels de santé, et que presque 80% des gens avaient des difficultés à comprendre les informations médicales qui leur étaient données. La littératie en santé influence donc plusieurs éléments, la communication, l'expression, les échanges, mais aussi l'accès aux soins, l'autonomisation dans ces soins et également l'utilisation des biens et des services. On a montré qu'un faible niveau de littératie en santé amenait en fait des difficultés à comprendre les instructions médicales complexes, à les suivre, amenait un usage inadéquat des médicaments, amenait également un recours inapproprié aux services de santé, un recours moindre à la prévention, des augmentations des coûts de santé, mais également en fait était un obstacle à l'ETP. Et par rapport à la crise Covid, il a été montré que c'était une difficulté supplémentaire pour les personnes pour utiliser les applications numériques. Enfin, ce qu'on observe dans le cadre des maladies chroniques, c'est vraiment une moins bonne gestion de sa santé et une augmentation des hospitalisations et réhospitalisations. Tout ça en fait un facteur contributeur des inégalités sociales de santé et un impératif de santé publique. Tous ces éléments sont plutôt anciens dans la littérature internationale. En France, ce qu'on observe, c'est qu'on est, comme souvent, un petit peu en retard. Et la stratégie nationale de santé 2018-2022 a commencé à poser en fait, des objectifs en matière de littératie en santé, qui n'apparaissaient pas forcément par avant. Et en définissant les objectifs suivants, construire des stratégies d'action en santé publique adaptées et accessibles à toute la population, mais également améliorer l'information du public et intégrer des programmes d'enseignement du concept de la littératie en santé. Pendant des années, tous ces éléments ont pesé très lourd sur la responsabilité individuelle de la personne. C'est-à-dire qu'en considérant que la littératie en santé était une capacité individuelle, on faisait porter à l'individu le poids de la responsabilité de ce sujet. Et notamment parce qu'énormément d'études ont visé à développer des outils pour évaluer le niveau de littératie en santé. Et donc, aujourd'hui, on est tout à fait capable de mesurer, quantifier le niveau de littératie, de considérer qu'il est problématique, de considérer qu'il est faible. Mais une fois que ça s'est posé, que fait-on par rapport à ces éléments ramenés et ce constat ? Plusieurs chercheurs questionnent la vision donc très individualiste de la littératie en santé. Le Healthy People 2010 définit pour la première fois la littératie en santé comme le produit des capacités individuelles et des exigences du système, définissant le lien qu'il pourrait y avoir avec, en fait, il n'y est peut-être pas question uniquement d'une capacité individuelle de la personne, mais aussi de la lisibilité d'un système. Parker, quant à lui, évoque même une épidémie de littératie en santé en posant l'hypothèse que le système pourrait être le problème. On est dans un contexte aujourd'hui de transition épidémiologique, avec une prévalence de plus en plus importante des maladies chroniques, avec un vieillissement de la population, avec de fait des demandes en soins qui sont plus fréquentes et plus complexes. On a également une transformation de l'offre de soins
considérant le virage ambulatoire notamment, mais pas uniquement. On observe des tensions croissantes sur les ressources humaines en santé. On observe également que notre offre de soins, et notamment en lien avec les prévalences des maladies chroniques, il devient nécessaire de prendre en compte finalement l'autogestion des soins par les personnes, par les usagers, et que cette autogestion devient une compétence essentielle dans le contexte actuel des soins. Et enfin, on fait face à des évolutions technologiques qui sont rapides, qui sont importantes, donc sur le virage numérique, sur la profusion d'informations, avec Internet notamment, mais pas que, qui nécessitent d'autant plus des compétences pour se situer par rapport à toutes ces informations, pour savoir les critiquer, pour savoir quelles sont celles qui sont fiables, comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces informations. De fait, la littératie en santé d'une population résulterait, et résulte finalement, maintenant on le sait, de la rencontre entre des capacités individuelles, oui, mais également la complexité du système, et donc nécessite des adaptations, des actions en fait à l'échelle de l'individu, oui, mais pas uniquement, aussi à l'échelle de l'organisation, dans une vision finalement plus systémique. Et ça implique que la responsabilité n'incombe donc plus uniquement à l'individu, mais repose aussi sur l'organisation. Et quand on parle de capacité individuelle, on parle de capacité individuelle des patients, des usagers, mais aussi des professionnels de santé. Ça amène donc en fait les acteurs à s'intéresser aux actions qui pourraient être mises en place à l'échelle des systèmes pour mieux communiquer, peut-être simplifier les démarches administratives, les démarches de recours aux soins, améliorer les lieux d'accueil, adapter la communication écrite, par exemple pour mieux s'orienter dans un hôpital, pour simplifier les messages. Et en 2012, Braque et son équipe définit en fait la littératie en santé comme un effort à l'échelle de l'organisation pour faciliter la navigation, la compréhension et l'utilisation des informations et des services pour prendre soin de sa santé. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment une première formalisation, alors qui est issue d'une conférence de consensus, d'un concept qui, encore aujourd'hui, n'est pas tout à fait stabilisé et qui est en pleine évolution, avec des évolutions très très rapides de ce concept. Ça ouvre cependant un écueil, c'est celui plutôt de l'ordre de ces éléments de prise en compte à l'échelle de l'organisation sont dans un premier temps des éléments qui reposent beaucoup sur des professionnels qui sont sensibilisés et motivés et finalement sans pour autant envisager là, dans cette définition, les éléments de l'ordre des moyens qui peuvent être mis en place, mais également de la manière de pérenniser l'action au-delà peut-être d'une sensibilité individuelle. Donc la littératie en santé organisationnelle, elle amène vraiment à une prise en compte plus globale et peut-être plus pérenne, et elle rejoint en cela les principes de l'équité en santé et serait un levier pour lutter contre les inégalités sociales de santé, en intégrant finalement les déterminants dans les pratiques et dans les structures de manière beaucoup plus pérenne. Ça, c'est les éléments en fait, qui avaient été identifiés dans la même conférence de consensus par Braque, qui seraient les éléments en fait, contributeurs d'une organisation pro-littératie ou d'une organisation qui prend en compte les concepts de littératie en santé organisationnelle. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils avaient identifié initialement des critères, 10, qui seraient celui de promouvoir le leadership, de planifier, évaluer et améliorer le système, de préparer en fait les personnels qui y travaillent, d'assurer en fait une facilité d'accès, de communiquer de manière plus efficace, de bien être clair sur l'explication des coûts, ce qui est pris en charge, le reste à charge, en tout cas d'être clair sur ces éléments-là,
de cibler les personnes qui seraient particulièrement à risque. Et la littérature a très bien identifié les personnes qui sont plus à risque d'avoir un niveau de littératie en santé faible, donc les personnes âgées, les personnes qui ont un niveau socio-économique un peu plus faible, mais également les enfants, par exemple, ou les personnes qui ont un niveau de diplôme plus faible également. Donc avec finalement une évaluation un petit peu plus précise et surtout peut-être des actions mises en place un petit peu plus appuyées au regard de ces risques particuliers rencontrés par certaines personnes. L'un des autres axes était celui de concevoir des documents faciles à utiliser, d'inclure les usagers dans les différentes étapes et puis de répondre aux besoins de tous. Ce qu'on observe depuis dans la littérature, c'est que ce concept est, comme je le disais, pas vraiment stabilisé. Meggetto et Hall retrouvaient 19 termes pour finalement parler, décrire de la littératie en santé, avec une terminologie qui en plus est assez complexe entre l'anglais et le français. Et de fait, l'identification des études est parfois complexe parce que justement, on n'arrive pas toujours à traduire de la même façon. Et puis, il y a aussi des éléments qui prennent en compte la littératie en santé organisationnelle ou sans la nommer à proprement parler. On retrouve également des théories et des cadres qui sous-tendent le concept de littératie en santé organisationnelle, mais qui ne sont pas encore assez précisés, ni même frottés suffisamment à l'expérimentation pour être vraiment utilisables. Et on a également finalement des examens, des études type méta-analyse qui montrent qu'il faut vraiment tenir compte de différents éléments et peut-être aller au-delà de la définition que Braque avait donnée sur le fait de prendre soin de sa santé, pas uniquement pour prendre soin de sa santé, mais aller sur des éléments plus larges et des déterminants de la santé plus larges. Enfin, une revue de littérature qui avait été menée en 2021 montrait qu'il n'y avait toujours pas de cadre conceptuel vraiment qui faisait consensus, qu'il y avait de nombreux outils développés, mais qu'il manquait encore des études sur le sujet. Ces dernières années, on observe aussi qu'il y a plusieurs publications d'interventions ciblées sur la littératie en santé organisationnelle, mais qui souvent sont ciblées sur des outils et des outils d'évaluation. Et encore une fois, que la sémantique n'est pas stabilisée. Ce schéma, qui avait été publié dans le cadre de la maladie rénale chronique, essayait de concevoir finalement la littératie en santé organisationnelle comme les liens entre les patients et la littératie en santé individuelle, la littératie en santé du professionnel de santé, donc du soignant, mais aussi la littératie relative à l'organisation et donc au niveau du système de santé. Alors, quelle implication pour les soins primaires ? Finalement, les soins primaires sont la porte d'entrée principale dans le système de santé aujourd'hui, avec une diversité très importante des publics accueillis, un ancrage territorial qui est fort et une nécessité d'adaptation à sa population. Il y a en soins primaires une très grande multiplicité des acteurs avec une nécessaire interprofessionnalité et interdisciplinarité et des parcours de soins qui nécessitent coordination et structuration, alors en France autour notamment des CPTS, des maisons de santé, etc., mais également avec tous les autres professionnels, que ce soit du secteur social ou du secteur sanitaire. Ainsi, ça paraît un lieu stratégique pour la littératie en santé organisationnelle. En pratique, et très certainement qu'il y a énormément d'actions que vous menez déjà et que vous faites déjà, ce qu'on peut voir, ce serait peut-être qu'il pourrait y avoir des actions pour rendre l'environnement lisible et plus facile en termes de navigation dans l'environnement. Par exemple, certains centres de santé proposent de repenser leur affichage avec des langages qui sont très très clairs, des phrases courtes, simples, avec des mots très simples, vraiment des mots courts, des mots simples, des éléments de pictogrammes, des éléments aussi de traduction avec différents langages, des éléments qui peuvent être pensés directement avec des usagers. Est-ce que vous pouvez lire ce document ? Comment est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que c'est compréhensible pour vous ? Et donc là,
on prend en compte finalement une des briques qui avait été identifiée. Certaines organisations un petit peu plus sensibilisées autour de la littératie en santé organisationnelle proposent des référents qui permettent en fait de tenir compte de ces questions de littératie en santé. Alors j'ai mis plusieurs exemples, mais évidemment ce sera peut-être à chaque organisation de voir ce sur quoi elle pourrait agir en fonction de ce qui lui semble prioritaire par rapport à ses besoins, aux besoins de la population qu'elle soigne, aux besoins de ses usagers. Et puis également, Braque, dans un de ses articles, proposait que pour rendre un système plus pro-littératie, il fallait commencer par ce qui semblait être facile pour arriver à mettre en place des éléments progressivement. Alors la formation des professionnels à la communication adaptée sont des éléments qui aujourd'hui, alors la formation des professionnels ça fait partie, la communication c'est une des compétences à acquérir pour les professionnels de santé. Ce qu'on observe c'est que finalement c'est pas si efficace que ça en pratique. On a beaucoup de personnes beaucoup de patients qui, une fois qu'ils ont vu leur médecin, vont voir l'infirmière et disent « j'ai rien compris à ce que disait le médecin », alors que pourtant, il y a de plus en plus d'éléments qui sont tentés d'être mis en place. La HAS a par exemple proposé le faire dire, une technique qui est inspirée ah mince, je me souviens plus du terme en anglais, mais en tout cas des éléments du teach-back method, voilà, de la teach-back method qui permet de questionner, de demander de reformuler et de permettre à la personne de poser ses questions. Et donc, tous ces éléments sont des petites pistes qui sont souvent déjà faites, mais la littératie en santé organisationnelle demanderait peut-être que ce soit un petit peu plus articulé et pérennisé au sein d'une structure. J'ai parlé de l'implication des usagers, peut-être qu'il y aurait également des nécessités d'adapter les supports, et ça souvent c'est fait avec des pictogrammes simples et des éléments qui sont peut-être plus faciles à comprendre même pour des personnes qui ne lisent pas. Je vais passer peut-être rapidement sur les autres éléments, parce que je suis un peu en retard, excusez-moi, pour arriver à un exemple d'un des travaux qui a été mené, enfin d'une initiative qui a été menée au sein de l'université Sorbonne Paris-Nord, qui est celle de l'Académie populaire de la santé, qui est un projet participatif et innovant qui vise à proposer aux habitants de Seine-Saint-Denis de devenir des ambassadeurs de santé sur le territoire. La Seine-Saint-Denis est le département métropolitain le plus pauvre de France et un de ceux qui est marqué par les inégalités sociales de santé. Et finalement, cette mise en place avec le département et l'université a permis à des personnes donc majeures, c'était le seul critère, une personne majeure habitant sur le territoire qui avait envie de participer, une formation d'1 an visant finalement à faciliter l'accès à l'environnement de santé, à mettre en œuvre des éducations de santé pour que la personne puisse par la suite mettre en place des ateliers participatifs. Pour cela, on les outillait, on leur permettait de réfléchir à des sujets qu'ils décidaient eux-mêmes, de façon à pouvoir leur permettre de monter en niveau de littératie, mais également de questionner le concept de littératie en santé distribuée, c'est-à-dire comment les personnes vont ensuite, par les actions qu'ils vont mener auprès de leur communauté au sens large, permettre de monter en niveau de littératie aussi leurs proches. Il y a eu des publications sur cette organisation et je vous donnerai les éléments de littérature si vous le souhaitez. Et peut-être en conclusion, donc augmenter le niveau de littératie en santé de la population est finalement crucial pour améliorer l'état de santé global d'une société. Le déplacement de la responsabilité d'une vision très individuelle à une vision plus organisationnelle, a permis peut-être une responsabilisation partagée en fait sur ces sujets qui sont éminemment complexes. On voit également un changement de paradigme entre l'approche très paternaliste qu'on avait auparavant et aujourd'hui des approches qui sont beaucoup plus ouvertes vers des approches partenariales. Et finalement, cette horizontalisation permet aussi d'accéder et de mieux répondre aux besoins des personnes et de s'ouvrir vers une vision qui est plus holistique et plus environnementale. Et enfin, une probable nécessité d'agir à différents niveaux. Alors bien évidemment au niveau peut-être plus macro, par des politiques intersectorielles et des gestions au niveau organisationnel, sans oublier les actions en fait auprès des différents acteurs,
les usagers, les patients, mais également les professionnels de santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Juliette. Du coup, on va passer à la dernière présentation d'Anne-Claire Boucher de l'APTA 78. Alors, bonjour à tous. Merci de m'inviter pour échanger sur notre expérience du service d'accès aux soins dans les Yvelines. Donc, j'espère qu'il présentera en tout cas une concrétisation d'organisation en santé en incluant les soins primaires au profit de l'accès aux soins de la population. Donc je vais en même temps, parce que j'aime bien le concept de la table ronde, je vais essayer de rebondir sur quelques éléments que j'ai entendus de la part des deux premiers intervenants de cette session. Donc j'ai quelques notes et je vais essayer de ne pas oublier. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est que le service d'accès aux soins déjà, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Alors rapidement, sur cette slide qui est assez complexe, le constat en fait a été de dire que donc vous connaissez tous le numéro 15, qui est la régulation des appels pour des demandes, et pas des besoins, des demandes de soins urgents en ressenti ou en réel. Et donc cette entité est un plateau de régulation qui est porté principalement par le SAMU, mais qui est rejoint aussi par des professionnels libéraux, des médecins généralistes, qui viennent renforcer les équipes et prendre en charge notamment les demandes de soins en urgence ressentie. Donc ces plateaux-là ont été complètement submergés lors de la période Covid, avec des vraies difficultés à répondre à la demande de soins, et un constat aussi que l'accès aux soins primaires était dégradé, et une difficulté de la population de s'y retrouver et de trouver un bon interlocuteur sur leur demande de soins. Donc, il a été proposé au national un nouveau dispositif qui s'appelle le service d'accès aux soins. Donc, chaque département est doté d'un numéro 15, d'un plateau de régulation, et donc chaque département s'est doté d'un service d'accès aux soins qui vient renforcer les compétences, les ressources et les moyens apportés aux appelants du 15. Donc les réponses, elles peuvent être diverses, mais notamment l'objectif principal, c'est de redonner un accès aux soins primaires à la population dans le cadre d'un soin ou d'une demande de soins non programmés. Donc dans les Yvelines, moi je vais vous parler du terrain et de ce qui se passe vraiment sur ce département. C'est évidemment pas la copie que tous les départements ont, mais néanmoins c'est celle en tout cas sur lequel on peut déjà démontrer certains résultats. Donc ce service d'accès aux soins, il est coporté. Et c'est très important, on a parlé de collaboration tout à l'heure, de coordination et d'interdiscipline. Il est coporté à la fois par la ville et par l'hôpital, donc l'hôpital étant l'établissement hébergeur historiquement de la régulation des appels au 15 avec les services SAMU. Donc chez nous, dans les Yvelines, c'est le centre hospitalier de Versailles. Et par l'hôpital, donc pour l'hôpital, ce service d'accès aux soins, il est porté par une association qui fédère des projets pour les professionnels de santé installés en ville, tout type de discipline. Là aussi, on a à nouveau l'interprofession. Et donc, dans ce cadre-là, l'APTA, en fait, vient représenter le monde libéral ou le monde de santé et de ville dans cet enjeu qui est l'accès aux soins non programmés. Donc, ce dispositif, SAS, c'est une entité juridique propre qui est à 50-50 entre la ville et l'hôpital. Donc, aucune décision n'est prise sans que l'un des deux acteurs ne soit d'accord, ce qui rassemble de fait quand on porte des enjeux communs. Et ça oblige aussi à prendre en compte les contraintes des différents acteurs de terrain sur, là, en l'occurrence, le soin non programmé. Mais en fait, ça s'applique pour tous les sujets. Donc, c'est ce qu'on voit... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à... Je sais pas. Ah, voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Le service d'accès aux soins est coporté par l'APTA, donc pour la ville et l'hôpital. Donc c'est un partenariat qui ne s'est pas fait en quelques mois, mais en plusieurs années. Et ça aussi, il faut l'intégrer dans la mise en place des dispositifs. Cette interconnaissance et cette construction d'un projet, c'est sur une durée qui est quand même relativement longue. On parle de plusieurs années, avec forcément des temps d'apprentissage commun sur les fonctionnements des uns et des autres, et des définitions des objectifs aussi qui nécessitent qu'on parle le même langage. Donc, comment ça se passe concrètement le service d'accès aux soins et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Il a été créé chez nous en 2021 avec une mise en place effective en 2022, début 2022.
sous un format expérimental. Donc à l'époque, seulement 22 départements disposaient d'un SAS, avec une généralisation qui s'est créée mi-juin 2022, donc 6 mois plus tard, avec l'engagement de tous les départements dans la construction de ce dispositif. Donc concrètement, vous connaissez l'appel au 15. Donc, à l'appel au 15, un assistant de régulation médicale vient prendre en charge la demande de soins du patient en identifiant très précisément de quoi la demande relève et ensuite va basculer vers deux entités, soit l'aide médicale urgente, donc les praticiens hospitaliers du SAMU qui vont prendre en charge les besoins urgents, ou alors vers un médecin généraliste qui vient prendre des gardes à la régulation du 15 et qui va plutôt traiter les urgences ressenties ou les demandes de soins, ce que l'on nomme nous les demandes de soins. À ce stade-là, et j'en viendrai après sur ce qu'on fait au niveau du SAS, à ce stade-là, c'est à peu près la moitié des dossiers qui finissent par un conseil médical. Donc là, je vais rejoindre ce qui vient d'être présenté à l'instant sur la littératie en santé. Il y a quand même énormément de patients, notamment dans les appels au 15, parce qu'on est une plateforme qui vient en aide et qui oriente la population sur des besoins ou des questions de soins. Il y a quand même une grande partie des dossiers qui ne relèvent pas d'un besoin de soins, mais au moins d'une explication de ce qu'il se passe et d'une réassurance du fait que ce soit grave ou pas grave. En l'occurrence, là, pas grave. Ensuite, pour tout ce qui relève des demandes de soins, le sujet est bien de pouvoir trouver une réponse en mobilisant les médecins ou tous les professionnels de santé, acteurs en soins primaires. Donc avant la création du SAS, cette possibilité-là, elle était très faible, voire inexistante, au-delà de la permanence des soins ambulatoires, que vous connaissez peut-être, qui est le système de garde que les médecins mettent en place sur les départements, par territoire, en proximité, pour répondre aux besoins de soins, en continuité de soins à la fermeture des cabinets. En dehors de ça, il était extrêmement difficile, en tout cas dans les Yvelines, et je crois que c'est vrai dans un grand nombre de départements, d'avoir un accès à un soin chez un médecin généraliste notamment dans les 24-48 heures. Donc le SAS, c'est ce qu'il est venu proposer aux côtés des professionnels de la régulation qui étaient déjà en place avant sa création, donc à la fois les médecins urgentistes et les médecins généralistes, c'était aussi de mobiliser ce corps de métier-là, les professionnels de santé de ville, à la réponse aux soins non programmés réalisés par des appelants du 15. Donc, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que c'est que le SAS d'un point de vue législatif. Le décret SAS, donc vous avez entendu le déploiement, l'expérimentation a démarré début 2022, le déploiement juin 2022, donc assez rapidement. Et depuis 2 ans, tous les départements se dotent d'un SAS. Et en juin, le 14 juin 2024, donc il y a 1 an maintenant, le décret a été publié. Et le SAS, aujourd'hui, c'est la réponse à l'ensemble des appels au 15, urgence vitale et ressentie, à la demande des appelants du 15, en horaire de jour, c'est-à-dire sur la période de continuité de soins, donc d'ouverture des cabinets. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le service d'accès aux soins, c'est la globalité de la réponse, quel que soit l'intervenant, que ce soit une urgence réelle ou une urgence ressentie. Néanmoins, évidemment, sur les sujets d'urgence réelle, les solutions existent déjà, je vous rassure, mais par contre, ce que l'on va vraiment développer, ça va être l'accès aux soins primaires. Donc, pour vous donner une idée des chiffres, en 2024, c'était 915 736 appels téléphoniques reçus sur la plateforme du 15 des Yvelines, 336 783 dossiers. Il y a plusieurs appels pour un dossier, soit des gens qui rappellent par exemple au cours de la journée, ou alors des appels itératifs liés par exemple à la survenue des pompiers ou d'une ambulance ou d'un SMUR qui va rappeler pour donner un bilan. Donc ce n'est pas un appel, un dossier. On parle nous du coup en dossier plutôt. Donc sur les 336 783 dossiers, 13 489 ont été orientés vers les médecins généralistes, donc un recours en soins primaires à la demande des médecins régulateurs après évaluation de la situation médicale du patient et de la demande de soins. Donc ça devient important
Et tout le sujet est de savoir comment en fait on mobilise ces professionnels de santé qui sont aujourd'hui déjà tout à fait débordés, qui sont notamment dans les Yvelines sur une zone sous-dense médicalement avec énormément de départs en retraite non remplacés. Là encore, ce n'est pas une spécificité du département quand bien même le sujet soit vraiment très important. C'est le plus grand c'est le département qui a le plus grand nombre de départs à la retraite non remplacés d'Île-de-France, donc il est vraiment très marqué par ça. Et donc comment on fait pour mobiliser ces professionnels de santé qui sont totalement déjà occupés par leur propre patientèle. Donc c'est évidemment, là je vais essayer de retrouver un tout petit peu de ce qui a été dit par avant, en travaillant sur déjà un langage commun, des enjeux communs qui font du sens pour l'ensemble des professionnels de santé. Par exemple, quand on va s'adresser à des médecins généralistes qui aujourd'hui ont déjà une patientèle relativement conséquente et des journées à n'en plus finir avec des urgences à gérer aussi de la part de leurs propres patients, quand on leur parle du service d'accès aux soins et de l'effort de prise en charge des soins non programmés, on va plutôt leur parler d'un moindre effort, d'une prise en charge sur la base du volontariat, avec la flexibilité des créneaux qui vont être mis en place. Et on ne va pas parler du désengorgement des urgences, par exemple. C'est très important d'adapter le discours et d'avoir des enjeux communs. Néanmoins, in fine, le sujet, c'est que ça désengorge les urgences. Mais ce n'était pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'était d'orienter les patients vers le bon soin au bon moment. On a parlé de ça aussi dans le cadre de Sésame. C'est le soin gradué au bon moment qui répond bien aux besoins et pas un surinvestissement sur un soin qui serait inadapté. Ça ne satisfait personne, évidemment, à la fois les soignants, mais non plus les patients. Donc on va beaucoup travailler sur ce sujet de langage commun, d'objectifs communs et en coordination. C'est aussi un sujet très important. Et là, l'APTA, qui va fédérer les professionnels autour d'enjeux du territoire, donc des professionnels libéraux, va avoir aussi ce jeu de coordination, ce rôle de coordination pour expliquer le sujet et faire adhérer au projet l'ensemble des professionnels. Et ça ne se fait que si on est d'accord sur la base sur les objectifs et le terrain de jeu et les règles du jeu. Donc nous, on a énormément travaillé ce point-là. Et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Évidemment, je répondrai aux questions s'il y en a. Alors, sur le nombre de médecins participants. Donc 2022, on a démarré, il y avait 30 médecins qui étaient expérimentateurs, donc sur les premiers 6 mois. Et ensuite, il y a eu les annonces nationales expliquant que tous les départements allaient se doter d'un SAS et que officiellement, tous les professionnels de santé pouvaient, en tout cas tous les médecins généralistes, pouvaient participer au SAS dans des conditions définies. Donc on est passé à 120 à fin décembre 2022, 207 fin décembre 2023, 270 fin 2024. Ça ne vaut évidemment en ce sens que si on fait adhérer l'ensemble des professionnels et qu'on est d'accord et que ce qu'on leur propose leur paraît satisfaisant. Bon, de fait, globalement, ils sont relativement satisfaits tout de même. Donc, je peux vous lire un tout petit témoignage. En tant que pivot des soins de premier recours, les médecins généralistes constituent la principale porte d'entrée dans le système de soins. Les appelants du 15 doivent pouvoir être orientés vers les médecins généralistes de proximité à la demande des médecins régulateurs. Pas à la demande des patients, à la demande des médecins régulateurs. Donc, le patient, il arrive avec une demande de soins que le médecin régulateur évalue. Et c'est lui qui, in fine, apporte le soin le plus adapté à la situation du patient. Je suis satisfaite de pouvoir les aider en mettant quelques créneaux à disposition par semaine au profit des enfants ou des adultes dont le médecin traitant est indisponible ou lorsqu'ils n'en ont pas. Sur les 13 489 orientations qu'on a faites, c'est 30% des patients qui se déclarent sans médecin traitant. Dans les Yvelines, la moyenne, c'est 10-11%. Donc on est bien au-delà et on voit bien qu'il y a une problématique d'accès aux soins forte que là, on vient résoudre d'une façon ponctuelle, évidemment. On ne rapproche pas vers un médecin traitant, mais néanmoins, on apporte une réponse à un moment donné et une réponse adaptée, donc qui satisfait le patient et qui répond à la demande de soins.
Et comment ça se passe dans le département? Donc, ces 13 489 orientations ont été faites sur l'ensemble du territoire. Donc là, vous voyez le département des Yvelines, je ne sais pas si vous êtes très coutumier, organisé par CPTS, donc une autre forme d'organisation pluriprofessionnelle en proximité de ces professionnels libéraux. Et donc on voit ici globalement le nombre de médecins qui participent à l'expérimentation et maintenant au dispositif de façon pérenne sur le département. Donc globalement on a un croissant qui est corrélé à la densité médicale et aussi à la densité de population avec des zones très rurales ici. Et on voit que tout le territoire est couvert avec des prises en charge ou des efforts de prise en charge qui sont évidemment différents selon les secteurs, à la fois au regard du nombre de médecins participants, mais également au regard du nombre de demandes de soins qui nous sont adressées. Voilà, donc j'avais que ces 2 diapos, et ce que je voulais surtout témoigner aujourd'hui sur le service d'accès aux soins, c'est que c'est compliqué. Pour la population, par exemple, la population ne connaît pas le service d'accès aux soins, la population connaît le 15 ou le SAMU. Donc c'est déjà un sujet que de savoir comment on communique sur le SAS à la population. Et qu'est-ce qu'on comprend du SAS? Parce que là, ce que je vous expliquais, c'est l'orientation vers un médecin généraliste. C'est super, du coup, il suffit que j'appelle le 15 pour avoir un rendez-vous. Mais pas du tout, c'est pas le sujet. Et c'est bien le médecin régulateur qui va décider de ce qu'il est nécessaire d'apporter comme ressources. Et donc, tout ça, ça pose énormément de questions de communication, à la fois dans la création du dispositif et son déploiement, comme je l'ai expliqué, entre les différents professionnels de santé qui ne parlent pas le même langage, ça c'est certain, et aussi à la fois auprès des patients et de la population. Qu'est-ce qu'on annonce? Comment on explique à la population qu'on fait des choses pour leur permettre d'accéder aux soins, là notamment dans notre cadre en soins non programmés, et pour que le message soit clair, mais à la fois pas détourné. Et ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Je voulais... Ouais, ça va. 1 minute. Je vais terminer sur une anecdote. Enfin, une anecdote. Quand on a déployé le SAS, ça a été aussi juste avant l'été 2022, avec des difficultés d'accès aux soins très marquées. Et donc, il y a eu une communication nationale qui a dit, comme un peu pendant le Covid d'ailleurs, et le 15 a été très impacté, en cas de doute, appelez le 15. Ce qui se passe, c'est un message simple, la population comprend, il y a un numéro que tout le monde connaît, et donc c'est vrai que c'est facile de s'engouffrer dans le tout 15, nous on appelle ça le tout 15. Plus 25% d'activité. Derrière, il y a des personnes qui répondent au téléphone, et il y a aussi des arrêts et des urgences vitales. Mais quand c'est plus 25% d'activité, c'est pas plus 25% d'arrêt ou d'urgence vitale, c'est plus 25% d'urgence ressentie, où on va apporter du conseil notamment. Mais il n'y a pas plus de besoin de soins en réalité, c'est juste une capacité d'avoir une réponse à ces questions sur l'accès aux soins. Et donc ça pose énormément de questions sur l'organisation et la façon dont on adapte l'organisation à ces messages de communication qui sont essentiels, puisque la population a besoin de savoir comment trouver une réponse à son besoin de soins ou à sa demande de soins, mais en même temps, ça impacte également les organisations, les dites organisations et la complexité qu'elles génèrent. Merci beaucoup. Je vais inviter les 3 intervenants à revenir en configuration table ronde et puis on va prendre quelques questions à la fois en distanciel et dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci beaucoup pour ces 3 présentations très riches. Alors je vais juste rebondir sur la dernière, mais qui fera probablement écho aussi aux 2 autres. Vous disiez à l'instant, finalement, les personnes ne connaissent ça, les patients, les gens ne connaissent pas. Mais est-ce qu'ils ont besoin de le connaître, en fait? Parce que finalement, c'est un modèle d'organisation des professionnels entre eux. C'est probablement pour les politiques une façon de dire, regardez, on fait plein de trucs, donc on s'intéresse à vos préoccupations, on veut répondre à votre demande, etc. Mais est-ce que finalement, se dire que les gens connaissent le 15? Et ça, c'est quand même une super chose. Au moins, ils connaissent ça en termes de littératie. Ils ont ça en tête. C'est un message facile. Tous les médecins ont sur leur répondeur, si je ne suis pas là, appelez le 15. Donc, voilà. Enfin, même quelqu'un qui s'y connaît un peu, il se dit, ok, j'appelle. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas rebondir là-dessus et se dire, ok, c'est le numéro.
tout de suite, si c'est très urgent, appuyez sur la touche 1. Si c'est pas si urgent et que vous voulez un conseil, appuyez sur 2. Non mais je veux dire, faut utiliser les leviers qu'on a. Est-ce que c'est si important que les gens sachent, monsieur, madame, tout le monde qui a le SAS, les professionnels probablement que oui, parce que c'est un modèle d'organisation, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de gagner, quelle est leur contribution, etc. Mais pour les gens en soi, est-ce que c'est si important? Alors, il y a plusieurs questions et du coup, au niveau de réponse, en effet, il y a un sujet pour les élus que de communiquer et d'expliquer ce qui se passe sur leur territoire, c'est compréhensible, c'est-à-dire qu'ils ont des questions de la part de leurs administrés et il faut qu'ils puissent y répondre, en effet. Et c'est important quand même, il y a un investissement public qui est fait sur ces dispositifs qui ne coûtent pas rien, en effet. Et donc y répondre et montrer à la population que ça existe et qu'on essaie d'améliorer le système organisationnel, c'est important. Après, comment le faire, c'est autre chose. Il y a aussi des médecins, des professionnels qui ont envie de communiquer sur le SAS parce qu'en fait, ils considèrent que sur leur zone en proximité, les médecins, les patients ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'appel au 15. Ça arrive, hein, c'est-à-dire, moi, mon patient, si je ne suis pas là, il n'ose pas appeler le 15 parce qu'il se dit que c'est pour les vraies urgences. Et il voit bien que le mal d'oreille de l'enfant dans la nuit, ce n'est pas très grave, même si c'est un peu embêtant. Et donc, ils ont envie d'expliquer que s'ils appellent le 15, possiblement, si le médecin régulateur le décide, ils auront accès à une consultation qui n'existe pas, en fait, si on ne passe pas par le 15. Il y a très peu de solutions comme ça dans l'ensemble du département. Il faut tout de suite se rendre à Paris. Donc, c'est aussi parfois à la demande des professionnels de santé qu'on est amené à répondre à ces questions de communication auprès du grand public. Et il y a autre chose aussi, c'est que ça finit par se savoir. 900 000 appels, bon, c'est 300, ça veut dire au moins 350 000 patients qui sont concernés sur une population d'1 400 000 dans les Yvelines par an. Donc forcément, au bout d'un moment, tout le monde a appelé le 15. En 5 ans, on peut considérer que tout le monde aura appelé le 15 une fois et possiblement aura bénéficié d'une solution. Et donc, va se dire, en fait, c'est vachement bien, c'est-à-dire que si j'appelle, je sais que je pourrai avoir un rendez-vous. Donc de toute façon, on va être amené à communiquer et on n'aura pas le choix. Oui, bonjour, merci. Les 3 interventions étaient très intéressantes, mais je vais me tenter une question à Alexis Rayapoulet. Non, vous avez conclu par dire que du point de vue éthique, il n'y a pas forcément de tension entre les concepts de demande et de besoin, et qu'il y a probablement toujours une primauté de la demande. Et peut-être ce qui introduit une tension alors pour les professionnels de soins ou pour les médecins ou les chercheurs qui ne sont pas formés en éthique ou en épistémologie, c'est que tout recours effectif aux soins du point de vue est très souvent médié par un professionnel de soins, soit pour déterminer le niveau de soins, soit le type de soins, soit tout simplement pour sa disponibilité dans le territoire ou pas. Et ma question qui est, je ne sais pas comment vous pourrez répondre, mais est-ce que ce raisonnement que vous nous avez très brillamment présenté et la conclusion qu'il n'y a pas forcément de tension, est-ce que cette conclusion est valable, quel que soit l'environnement médical justement et la disponibilité de l'offre de soins? Voilà, merci. Oui, merci pour votre question parce que ça me permet de clarifier un point. Quand je disais qu'il n'y avait pas de tension, et je ne dis pas qu'il y a une tension de fait dans un environnement économique limité et dans lequel il faut faire des choix. Et pas de problème. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que la tension, elle n'est pas entre le concept de demande et le concept de besoin. Pour moi, la tension, elle est juste dans l'arbitrage. Elle est très compliquée, mais elle est dans l'arbitrage, dans les questions de justice de qui on priorise. À qui est-ce qu'on décide de donner des ressources ou pas? Quelle est la souffrance qui nous paraît la plus légitime à être traitée maintenant, plus tard, en fonction de la situation médicale de départ, de la situation sociale, etc. Et quand je disais qu'il n'y avait pas de tension, c'est vraiment juste dans l'idée que il n'y a pas d'un côté les besoins qui sont parfaitement objectifs, réels et déterminés par un savoir théorique des professionnels de santé et la demande, puisque le savoir des professionnels de santé vient de la demande de soins. C'est dans ce sens-là, il n'y a pas de tension épistémologique, mais il y a une tension économique. Ça, je suis d'accord. Du coup, pour rebondir, ça fait référence, je partage du coup cette analyse-là en disant que aujourd'hui, on ne choisit pas vraiment qui reçoit quoi. C'est un peu à la charge, chaque fois, ce sont les professionnels de santé qui reçoivent un peu le bébé là, à choisir qu'est-ce qu'on fait, pour qui, jusqu'où on va,
avec en face l'attention de la famille. La société ne s'est pas dotée d'outils pour l'instant, à travers la démocratie sociale, à travers pour choisir jusqu'où on va, puisque quand même c'est un financement socialisé, collectif. Donc clairement, ça demande des choix sociétaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers ce que fait le NICE, par exemple, en Grande-Bretagne, avec une hiérarchisation, justement, on s'est calé sur la proportion à payer de la société pour tel type de soins. Tout ce qui est plus coûteux, on ne fait pas. Tout ce qui est moins coûteux, c'est dans le panier de soins. Donc c'est une façon, peut-être, de résoudre cette tension. Voilà, je sais pas, c'est... Oui, c'est une façon de résoudre cette tension. Alors là, honnêtement, moi, je pense que c'est intéressant ce qu'a tenté de faire le NICE. Il faut savoir que ça a complètement explosé. C'est-à-dire que les 30 000 € au départ par QALY, c'est-à-dire par année de vie gagnée en bonne santé, supplémentaires, sont aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros, tout simplement parce que en fait, les prix revendiqués par l'industrie pharmaceutique augmentent tellement et tellement vite que rester à 30 000, c'était se couper de plein de nouvelles molécules mises sur le marché ou de nouvelles techniques. Donc, il y a ce qu'on décide de faire et ce qu'on arrive après en pratique à faire. Moi, je trouve que c'est intéressant et ça ne me semble pas injuste en soi. Ce qui me semble peut-être plus problématique, c'est le critère technique du QALY. Voilà. Si c'est plutôt de la délibération collective qu'un critère technique calculé à base de scores de qualité de vie qui sont connus pour être en plus potentiellement validistes dans leur construction. Ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, dans l'absolu, ça ne me paraît pas scandaleux. Non. Moi, j'avais une petite question, du coup, pour Juliette, en réaction à la présentation qui a été faite par Anne-Claire. Quand vous entendez qu'une partie des demandes de soins non programmés, finalement, relèverait d'une explicitation à la fois du parcours, de la prise en charge éventuelle, etc. Comment ça fait écho effectivement à ce que vous nous avez présenté autour de la littératie organisationnelle, de la préoccupation des professionnels de santé ou du système à rendre lisibles les prises en charge. Voilà, comment éventuellement vous imaginez l'implémentation de solutions pour solutionner certaines de ces demandes en non programmées? Alors oui, avec différents niveaux de réponse certainement, et peut-être d'abord d'essayer de comprendre vraiment bien la demande de la personne. On sait, parce qu'il y a un système d'accès aux soins, enfin ça également dans le 93, qu'il y a de nombreuses personnes qui se tournent vers ce système-là parce qu'elles n'ont pas d'autres interlocuteurs aussi. Donc parfois, en fait, c'est le seul moyen d'avoir une réponse quant à quelque chose par rapport à leur état de santé. Et encore que celles qui ont souvent le plus besoin ne sont pas forcément celles qui recourent le plus non plus. On peut en tout cas identifier qu'il peut y avoir peut-être des éléments parfois de mauvaise compréhension, mais quand on n'a pas un médecin vers qui se tourner, un infirmier vers qui se tourner, ce qu'on observe, c'est souvent que les gens, pour avoir des réponses, se tournent vers leur communauté. D'où peut-être parfois des réponses qu'il peut y avoir en local, avec des permanences ou au-delà des permanences, parce que c'est encore une question d'aller voir et d'aller chercher quelque chose auprès d'un système organisé, au sein des communautés, d'avoir des éléments type actions communautaires qui peuvent être mises en place, et donc avec une diffusion finalement d'informations qui sont non seulement compréhensibles parce que parfois dans un langage adapté, mais aussi qui peuvent être culturellement situées et donc parfois mieux répondre aux besoins des personnes. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question parce que c'est vraiment une question très très large, mais finalement c'est aussi comment est-ce que les personnes vont réussir à s'informer malgré tout. Et puis il y a aussi des personnes qui s'informent via Internet, et ça c'est un levier qui est assez important. Alors, avec des professionnels de santé qui peuvent être parfois très réticents par rapport à ça. Alors là, ce serait plutôt comment accompagner les gens à recourir à Internet et à trouver une information sur Internet, plutôt que de dire « Ah non, non, il ne faut surtout pas », parce que finalement, les gens le font quand même et du coup ne vont pas en parler à leurs professionnels de santé parce qu'ils vont avoir peur de se faire, entre guillemets, disputer. Donc, comment accompagner à chercher l'information et peut-être à la discriminer pourrait être une solution, je ne sais pas. Une piste. Oui. Merci beaucoup.
Je voudrais vous interroger sur la situation des professionnels de santé qui sont sur le terrain constamment en situation d'avoir à prioriser. Compte tenu des possibilités du panier de services dont ils disposent, ils sont dans une souffrance éthique assez considérable et qu'on retrouve de façon très diffuse chez tous les acteurs de santé, quel que soit leur métier ou leur lieu d'exercice. Et vous avez proposé qu'on puisse débattre de jusqu'où on va, jusqu'où il est légitime de répondre à un niveau politique, à un niveau sociétal. C'est finalement des questions qui sont extrêmement peu abordées, et qui sont tabous en quelque sorte. Enfin, c'est ce que j'observe, c'est ce dont j'ai l'impression. Et je voulais avoir un peu votre point de vue sur cette situation. L'idée étant, comment finalement est-ce qu'on pourrait nous aider nous-mêmes à penser ces questions à solution. Alors là, j'ai peur de ne pas réussir à vous répondre. Les expériences de conventions citoyennes, je trouve qu'elles sont assez précieuses pour ça. Notamment sur la question de la fin de vie, on peut voir que, en fait, à la fois les professionnels et les citoyens, tirés au sort, ont assez vite compris la complexité des enjeux et proposé différents types de réponses, des différents modèles pour régler cette question de la prise en charge de la fin de vie, de la légalisation ou non de l'euthanasie et de l'aide à mourir. Et donc je sais pas si on... Peut-être que, alors là c'est national, mais peut-être que par établissement, par le biais des CME, par le biais des représentants de patients, on pourrait imaginer des dispositifs un peu similaires de conventions de représentants par établissement pour décider de politiques de priorisation. Je pense que ça aurait une double vertu, déjà de faire des critères plus justes, ne serait-ce que parce qu'ils sont issus d'une procédure assez juste de délibération. Et sans doute aussi d'améliorer cette situation de détresse morale, de souffrance éthique que vous mentionnez, parce que la détresse vient notamment du fait qu'on ne sait pas comment faire et qu'on est dans une situation d'incertitude concrète parce qu'on ne sait pas comment faire, mais aussi morale parce qu'on ne sait pas comment bien faire. Et peut-être que ne serait-ce qu'avoir une réponse, déjà, ça diminuerait la détresse morale. C'est une idée, voilà, je n'ai pas réfléchi plus à la question, mais spontanément, j'utiliserai ces leviers. Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est vrai que, alors, moi je crois quand même qu'il y a une méconnaissance de la part de la population de ce que fait le professionnel soignant et de ce qu'il subit au quotidien. Et ça quand même, ça pose question. Enfin, mieux connaître aussi les contraintes de chacun, ça serait pertinent. On constate quand même régulièrement au 15 qu'il y a des sujets de compréhension et de lecture du système de santé qui posent question. Donc ça, c'est aussi comment on arrive à réexpliquer à la population de façon générale et dès le plus jeune âge des bons gestes et du fonctionnement du système de santé qui n'est pas très bien compris. Et après, il y a aussi ce sujet qui est toujours un petit peu délicat à aborder, mais qui néanmoins, je crois, nécessite d'être posé, de l'accès aux soins ajustés, donc pour la satisfaction du patient, évidemment pour la satisfaction du soignant, mais aussi en fait faire comprendre que la consommation de soins n'est pas une consommation de soda. Je dis ça un peu d'une façon brute, mais il y a quand même un sujet chez certains sur le fonctionnement du système de santé, le fait que cet accès il doit être mesuré. Et qu'est-ce que ça implique aussi d'utiliser à mauvais escient, enfin, sans le savoir, c'est-à-dire qu'il manque d'une bonne connaissance qui fait que du coup on n'utilise pas forcément correctement le système de santé. Donc comment déjà on fait en sorte que la population soit à l'aise et au fait du bon fonctionnement et de la façon dont il l'utilise, et du fait que derrière, en effet, ça a des limites, c'est-à-dire que c'est pas ouvert tout le temps pour tout, quoi.
Donc ça peut aussi impliquer un dialogue entre les professionnels et la population qui bénéficie des soins, qui est pertinent et qui aujourd'hui manque de mon point de vue. Dernière question. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention. J'avais une question à Juliette. Concernant, je trouve très intéressant le fait d'avoir de cette évolution de la littératie individuelle à la littératie organisationnelle. Parce que ça remet aussi un jeu la question de comment les professionnels de santé envisagent aussi la communication de l'information autour des connaissances ou des pratiques de soins. Alors, et je me pose une question spécifiquement en lien avec la psychiatrie. Ça implique que les professionnels de santé en psychiatrie aient les idées claires sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils proposent en termes de soins et en termes de modèles de soins et modèles partagés, sachant qu'en psychiatrie, c'est un petit peu plus complexe que dans d'autres domaines, notamment dans la déclinaison d'un projet de soins qui soit clair, défini, partagé et scientifiquement, disons, non ambigu entre différentes approches. Et donc, je me demande si l'une des stratégies serait de passer par un projet de soins partagé avec le patient bien décliné, ce qui n'est pas peut-être quelque chose qui est vraiment en place, en tout cas dans les pratiques de soins. Alors que ça commence à émerger dans d'autres pays où la première étape, c'est la définition d'un projet partagé, décrit, dans lequel chacun sait ce qu'il fait et les différents volets du projet de soins. Alors, je ne connais pas spécifiquement le champ de la psychiatrie, en tout cas certainement moins que beaucoup d'entre vous, mais peut-être l'idée qui me vient comme ça serait celle de la co-construction, oui, effectivement, pour peut-être concilier les visions de chacun, alors ce qui peut poser quand même question, notamment dans le champ des soins sans consentement, avec peut-être des contraintes qui sont un peu plus complexe, mais je pense également peut-être à la posture et au métier des médiateurs santé, notamment des médiateurs santé-pairs, qui sont donc des personnes qui ont eu des problèmes de santé psychiatrique ou des problèmes de santé mentale, qui sont rétablis et qui vont intervenir avec l'équipe soignante auprès des personnes en soins pour favoriser le rétablissement, mais aussi souvent être peut-être un chaînon en plus dans le soin sur des éléments de compréhension de la personne d'un côté, parce que lui-même a un savoir expérientiel qui peut lui permettre de mieux comprendre le patient, mais également en étant pleinement impliqué et pleinement intégré dans l'équipe de soins pour construire ce projet. Je sais pas si... Merci beaucoup. On va remercier nos différents intervenants. Et je vais céder la parole à Mylène Breton, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, qui nous fait l'amitié de nous faire une conclusion de cette demi-journée. Merci beaucoup, Mylène. Bon, au Canada, on a l'habitude de terminer à l'heure, et que je vais essayer de ne pas parler plus vite, mais de peut-être prendre quelques minutes de plus. On a commencé la conférence aujourd'hui, puis j'ai adoré la citation que vous avez dit sur « Les soins est un acte politique par excellence ». Ça m'a fait vraiment réfléchir aujourd'hui. Puis il y a aussi Alexis qui nous a parlé du droit d'être en santé, tu sais, avec tous les concepts que ça peut interpeller. Il est pas ouvert? Avec tous les concepts que ça peut interpeller, je pense que ça revient à la base un peu à la santé en santé publique. Dans le fond, qu'est-ce que la santé? C'est l'accès, mais c'est surtout d'être en santé. Mais on parle beaucoup, par contre, quand on parle de l'accessibilité, du droit à la santé, à l'accès universel, particulièrement dans nos systèmes on dit les soins primaires, ça devrait être la base d'un système de santé performant. Puis on parle beaucoup actuellement de l'accès aux soins primaires, qui devrait être la base. Au Québec, on dit maintenant, on gagne à l'Auto-Québec quand on a un médecin généraliste. C'est comme la base qu'on n'a même pas. On n'a pas nécessairement accès à cette première clé de l'accessibilité qui est fondamentale. On en a parlé un peu en filigrane. Ici, c'est important d'avoir un médecin généraliste ou une équipe interprofessionnelle, mais la littérature est éloquente quand on a des soins primaires, une affiliation à un professionnel qui nous connaît. Souvent, c'est le médecin généraliste. On parle d'accessibilité, mais la magie des soins primaires, c'est à travers la continuité relationnelle, la continuité organisationnelle ou la continuité
informationnelle qui fait en sorte un peu la magie et toute la proactivité. Alors, on a parlé vraiment de cette clé. Nous, au Québec, cette clé est extrêmement importante d'avoir une affiliation avec un médecin généraliste parce que souvent, nos modèles, en tout cas au Québec, ici peut-être, c'est on va avoir accès en temps opportun. On a parlé ici du modèle, service en soins, service d'accès aux soins, mais être capable de voir en temps opportun, en situation urgente, notre médecin généraliste ou notre clinique médicale. Alors, c'est deux clés pour moi quand on touche l'accessibilité. L'affiliation à un médecin généraliste ou à une équipe. Est-ce que, là, j'ai compris, il semblerait que vous avez des problématiques de patients orphelins ou de nous, on parle de 100 médecins généralistes. Puis comme je vous ai dit, au Canada, c'est vraiment une problématique. Cette clé-là, est-ce que vous avez un médecin généraliste en premier? Sinon, bien, on a souvent peu d'autres alternatives qu'aller dans des médecines généralistes. Ou même, on a parlé quand même d'avoir accès dans des soins primaires non programmés. Mais nous, on répond à des besoins ponctuels, mais on se rappelle qu'idéalement, c'est d'avoir cette magie de la continuité. Alors, on peut mettre des patchs qu'on peut dire qui n'est pas... Je comprends que vous avez mis cette stratégie, puis je vais vous en revenir à la finale, notre innovation québécoise pour répondre aux patients orphelins. Alors, vraiment, on a parlé de ces deux éléments-là. Puis, quand on parle d'accessibilité, souvent, on dit que c'est un équilibre, soit entre la demande puis l'offre. Puis, j'ai bien aimé votre programmation aujourd'hui. C'était vraiment basé sur cette grande thématique par rapport à la demande des patients ou qu'on dit souvent les besoins perçus et c'est quoi l'offre qu'on répond au niveau de l'organisation. On peut le voir au niveau territorial. On a vu, j'ai adoré la présentation sur un peu la planification des ressources, puis on a vu un peu même dans les régions ou les comtés, est-ce que c'est quoi la demande, les potentiels. Là, j'essaie de m'adapter à vos termes. L'accessibilité potentielle localisée, mais c'est très, très riche, un peu cette cartographie, un peu, est-ce que j'ai une offre-demande, j'ai une distribution équitable? On était aussi sur, OK, médecin généraliste, mais c'est quoi les autres professionnels? Puis on a vraiment des écarts importants. On peut penser au désert médical, mais ça revient un peu à une planification territoriale de l'offre-demande. Puis là, on peut prendre différents indicateurs selon la main-d'œuvre, les besoins perçus. Il y a souvent les portraits de santé publique, justement, c'est quoi les besoins perçus. On n'a pas parlé de besoins non comblés, mais ça va aussi, est-ce que notre service répond aux besoins de la demande? Alors, tout cet élément territorial, mais il y a aussi tout le vent aussi. Est-ce que dans mon cabinet, comment je réponds à mon offre de service? Et là, on a toutes des réflexions, nous, au Québec, particulièrement. On a cette planification territoriale, 30 qui n'ont pas de médecin généraliste. Mais pour ceux qui ont la clé qui a un médecin généraliste ou une équipe interprofessionnelle, est-ce que mon équipe répond bien à ma demande? Puis là, ça revient un peu tantôt, on a parlé de capitation aussi, tu sais, un peu l'équilibre. Si j'inscris trop de patients, est-ce que je suis capable de les voir? Tu sais, l'autre clé que je vous parle, c'est l'accès en temps opportun. Est-ce que j'ai une capacité de répondre à mes patients, du moins qui ont une affiliation avec mon organisation? Je suis capable de leur répondre quand ils ont des besoins urgents, au lieu d'aller à l'urgence ou de trouver un médecin généraliste sur le territoire pour des soins urgents. Est-ce que j'ai ma capacité, mon organisation est capable de répondre à ces besoins-là? Puis on peut avoir des programmés, mais nous, on accompagne des cliniques médicales actuellement au Québec. Puis c'est un vieux modèle, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, mais accès adapté, ça vient de l'Angleterre, vaste implantation en Angleterre. Nous, c'est vraiment un sujet du jour au Québec, deux sujets. Est-ce que vous avez un médecin généraliste? On a mis des guichets d'accès aux médecins de famille et on essaie d'accompagner les cliniques dans l'implantation de l'accès adapté, qui est vraiment, est-ce que je suis capable de répondre en besoins urgents? Puis là, il y a toute une réflexion. Mais une des réflexions, c'est simple. On essaie de voir, est-ce que vous êtes en équilibre par rapport à votre disponibilité en cabinet, votre temps que vous consacrez aux soins primaires et les caractéristiques de vos patients? Puis là, malheureusement, on ne prend pas nécessairement en compte tous les besoins sociaux, mais on fait une règle du pouce. Puis là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de données pour nous dire c'est quoi les caractéristiques des patients qui sont inscrits. Puis quand je dis une règle du pouce, on dit un médecin généraliste, bien, vous avez 1000 patients inscrits. Il y en a combien que c'est un jeune enfant de 0,5 ans? On va planifier une estimation de 2 consultations par année. Puis là, on pourrait en revenir, c'est vraiment une estimation très grossière. Est-ce que vos patients ont des maladies chroniques? C'est quoi la proportion qu'il y a des maladies chroniques? Puis on met tout ensemble, là, santé mentale, diabétique, dépression contrôlée, mais une règle du pouce. Fait que selon votre patientèle, il y en a combien qui ont une maladie chronique? Puis on calcule 3 consultations. Puis si c'est un patient en santé, 1 consultation. Je rappelle que c'est une estimation globale, mais après, on regarde selon les caractéristiques de votre patientèle, selon votre disponibilité, combien de jours vous consacrez dans votre cabinet, parce que
Au Québec, on peut consacrer beaucoup de temps en hôpital ou en soins, sans nécessairement consacrer en soins primaires. Donc, on fait un peu ce calcul-là pour voir, est-ce que vous avez un équilibre, avez-vous une capacité? Parce que si vous avez trop de patients passés de disponibilité, l'accès, ça va être très problématique. Puis encore, puis on dit aussi, bien, il faut calculer aussi, il faut offrir un peu des rendez-vous aux patients des autres de la clinique. Puis aussi, maintenant, ils offrent des consultations aux orphelins du territoire. Alors, un peu cet équilibre-là. Puis là, en plus, on peut voir, bon, bien, basé sur cette caractéristique, mon équilibre offre-demande, c'est quoi les autres professionnels dans ma clinique. Puis là, on voit des écarts importants entre les cliniques. C'est vraiment fascinant parce qu'il y a des pratiques différentes. Il y en a maintenant aussi qui travaillent beaucoup avec l'infirmière ou le travail social. Bien, ils vont voir des consultations, mais ces patients vont voir plus les autres. Fait qu'il y a toute une réflexion. Puis il y a aussi des habitudes de consommation aussi des patients. Puis on parle beaucoup de la littératie organisationnelle ou individuelle, mais comment on accompagne les patients quand leurs besoins perçus, qui vont voir. Puis nous, on travaille, là, on a des algorithmes d'aiguillage, puis probablement que vous avez ça à votre accès, service d'accès aux soins. Mais quand le patient appelle, on va poser quelques questions. Est-ce que c'est un problème urgent? OK, oui. Bon, bien, il faudrait que ce soit un rendez-vous d'ici demain ou d'ici 3 jours. Est-ce que c'est un rendez-vous? Renouvellement de médicaments. Ah, bien, on pourrait le placer dans l'agenda la semaine prochaine. Ah, OK, dans ma clinique, un enfant, un otite. Ah, je vais l'orienter vers l'infirmière clinicienne. On commence même à avoir des orientations directes vers le kinésiologue, par exemple, problématiques musculo-squelettiques. On accompagne les secrétaires à une formation aussi pour poser quelques questions. Là, on est très frileux de dire que c'est de la priorisation parce que nos secrétaires n'ont pas de formation médicale. On dit aiguillage, orientation, selon un nouveau problème, oui, non. Puis on a des algorithmes pour ça. Mais là, il faut travailler avec les cliniques pour orienter directement. Ça commence avant, on appelait... je voyais un médecin généraliste et ensuite, je voyais un kinésiologue. Mais là, on travaille pour l'orienter directement en sachant que ça peut induire moins de travail. Fait qu'il y a vraiment cette réflexion de vous-même, organisation d'une clinique pour orienter au bon moment, puis il y a une capacité, puis on va chercher l'accessibilité. Puis là, après, il y a toute la notion de, bon, bien, ça répond-tu aux besoins, comment on peut orienter, puis aider les patients à naviguer, c'est extrêmement important. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais puis de leur donner des outils, puis là, bon, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et là, je vais essayer j'aimerais conclure avec quelque chose. La dernière présentation, j'ai trouvé ça fascinant. Je comprends que vous avez maintenant une politique sur les services d'accès aux soins, composé le numéro 15, bien 15, appelez le 15, puis là, il y a tout un enjeu pour aider dans les soins primaires. Nous, au Québec, on a créé ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. On appelle ça les GAP, les guichets d'accès première ligne. Ça a été implanté à l'échelle de la province, mandaté. Puis l'idée, c'est pour un patient orphelin, on dit, bien, un patient orphelin, ils n'ont pas beaucoup d'options que d'aller à l'urgence. Alors maintenant, ils appellent, nous autres, c'est 311, option 3, mais ça revient au même. Puis que le patient orphelin appelle, puis là, il va parler à une secrétaire pour dire, OK, c'est quoi votre problème? Puis si on juge que justement, ça devrait être une consultation médicale, il va en avoir une dans les 48 heures. Et là, c'est géré au niveau de la province. Mais c'est surtout basé que dans 50 des appels, le besoin n'est pas médical. Alors, toute la stratégie, c'est quand la personne va appeler, on va l'orienter, soit qu'on va lui donner de l'auto-soin, on va leur donner des informations, on va l'orienter vers la pharmacie communautaire, ou on peut aussi l'orienter vers des infirmières. Mais c'est vraiment basé sur ce mécanisme-là d'orientation au bon moment. Puis là, on a une responsabilité sociale de leur donner un service parce qu'on dit, c'est ça, l'accès universel, puis là, on n'avait pas... Puis on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont orphelins. Alors, on a créé ces gaps-là. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose... Je trouvais qu'il y avait des éléments assez intéressants. On a tous une responsabilité, comment donner du soin en temps opportun. Ce qui est intéressant dans votre modèle, c'est que c'est beaucoup des patients qui ont déjà un médecin généraliste qui va passer vers cette modalité-là. Alors, ça crée comme deux trajectoires programmées ou urgentes. Puis là, si c'est urgent, bien là, on n'essaie pas d'aller dans la meilleure place, qui est la continuité dans le même milieu. Nous, quand on travaille avec le modèle accès adapté, on travaille de plus en plus à dire, OK, si le médecin généraliste est sur place, on travaille son agenda, il ne devrait pas voir un autre médecin généraliste parce qu'on sait que la continuité pourrait... Puis c'est local, la littérature, on le sait que si on ne voit pas son médecin généraliste directement, on peut être enclin à revoir son médecin généraliste, puis ça va recréer une consultation. Alors, c'est vraiment de retravailler. Là, vous avez mis un système qui traite autant les patients qui sont attachés ou pas, mais il y a peut-être des gains de système à aller chercher là. Mais on partage des problématiques communes, vraiment l'affiliation, le temps opportun. Mais je pense qu'il y a des outils organisationnels au niveau du système pour aiguiller.
Puis là, ben, on n'a pas beaucoup d'infrastructures de données, on en parle, là, mais qui se parlent. On commence, nous, à utiliser les dossiers médicaux électroniques à des fins d'administration. Moi, je regarde l'agenda des professionnels, puis on peut tirer beaucoup d'indicateurs, accessibilité, continuité, coordination. Là, il était 35, vous avez dit 5 minutes de plus, alors j'ai parlé un peu plus vite pour passer plus d'idées. Avec un accent québécois, je m'en excuse. Alors, bravo aux 6 conférenciers, surtout. La beauté de l'après-midi est reposée sur vous, alors félicitations. Puis c'est maintenant terminé, je pense. Merci beaucoup, Mylène. Merci à toutes et tous.